Voilà, je continue. Donc, je suis à la page 166. Je vais juste noter ça. 166, tuto 1. Et puis, je reprends depuis le point 5.2. Ici, vous avez une notion aussi importante qui est en lien avec, je prends directement la petite formule, qui est ici la productivité par personne, par unité de production, tête de pipe, comme on appelle aussi, par personne en francs. Ben, vous reprenez la valeur du PIB réel, qu'on a calculé avec cette formule-là. PIB réel, c'est le nominal sur l'IPC fois 100. Eh bien, vous prenez votre valeur de PIB réel, déflatée, que vous divisez par la population active occupée, et vous obtenez combien chaque personne qui est active et occupée en Suisse va produire en francs par personne. Donc c'est ici cet indicateur de l'évolution de la productivité du travail qui est expliqué ici. Je lis juste, le PIB réel par personne occupée est un indicateur de la productivité apparente du travail. Et puis avec ça, vous êtes capable de tracer un graphique avec l'axe des X, les années qui passent, l'axe des Y, ici l'indice de productivité. Et puis on va ici une augmentation, évidemment la crise des subprimes, baisse de productivité, une période un peu calme, et après c'est reparti. Et une fois de plus, je sais que 18-19, 16-17-18-19, ça continue d'augmenter. Par contre, ça chute après. Cette partie-là, la remarque, laissez tomber aussi, pas si pertinent que ça. À quoi sert le fait de publier régulièrement le PIB? Ça permet évidemment des comparaisons. Je suis en bas de la page 167, les comparaisons entre les différents pays, du degré de développement des pays, et puis pour permettre peut-être une comparaison facilitée, on va par exemple exprimer le PIB de chaque pays en dollars par habitant. Quelles sont les limites du produit intérieur brut si on fait que de publier ce PIB? Ça reste une valeur quantitative, dans le sens où ce sont des chiffres qui représentent tout ce qui est produit en Suisse pendant une période donnée. Donc c'est une question de production. On a vu au début du chapitre les différentes formules pour y arriver. Ce qui manque, c'est l'aspect qualitatif. Alors c'est ce qui est exprimé ici. En tenant que le PIB, on n'a que des aspects de chiffres. Et puis l'idée, c'est que justement le PIB n'est pas un indicateur qualitatif au niveau du bien-être. Et puis quelles sont les raisons, les éléments qui font ça? Ils sont ici cités là. Le PIB ne tient pas compte des coûts et des bénéfices externes sociaux tels que la pollution de l'air, le fameux coût externe qu'on avait vu, de l'eau, de l'air et de l'eau, ou le travail de la femme au foyer, parce que vous avez peut-être des mamans qui ne travaillent pas à l'extérieur, mais qui font un travail remarquable chez vous. Donc il faut tenir compte, par exemple, les accidents de la circulation qui font augmenter le PIB. Donc là, ça c'est une petite critique. Le PIB ne dit rien sur la répartition du produit entre les classes sociales ou les régions. On a des régions, par exemple, de haute montagne, où ils sont peut-être un peu plus défavorisés que des centres financiers comme Zurich, par exemple. Et puis, évidemment, si on compare de façon internationale, eh bien, vous avez des besoins qui sont différents selon les populations qu'on va étudier. Donc, en d'autres termes, le produit intérieur brut, c'est très intéressant dans l'analyse économique. Tout le monde le calcule, donc on va pouvoir comparer, mais ça ne représente pas tout au niveau du bien-être. Donc, on va voir un dernier indicateur. Toute cette partie-là, eh bien, j'ai décidé que l'encadré 8.1, il n'y a pas besoin de le lire. Donc ça, vous ne voyez pas, ça, vous ne voyez pas, et ça, vous ne voyez pas. Donc on reprend juste en haut de la page 171, puisque c'est cet indicateur-là qu'on va discuter, justement. C'est le projet des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui a développé un indicateur du développement humain, IDH, qui permet de
donner une valeur à chaque pays, valeur qui est comprise entre 0, où c'est très très peu développé, et 1, valeur maximale qui n'existe pas, hein, aucun pays ne l'a, qui permet de voir un développement qualitatif selon différentes dimensions, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le niveau de vie qui est représenté au travers de cette petite figure très bien faite. Les indicateurs espérance de vie à la naissance, vous lirez ici espérance de vie à la naissance, hein, nombre d'années qu'un nouveau-né peut espérer de vivre, etc. La durée moyenne de scolarisation, vous avez la définition ici en bas. Durée attendue de la scolarisation. Donc ces deux concernent l'éducation, espérance de vie, c'est la santé. Et puis revenu national brut par habitant. Tiens, RNB, notez-le, RNB, revenu national brut. Eh bien, je reviens à la page 162. C'était ça. C'était cette définition qu'on avait vue dans le calcul de l'approche ici par la répartition. On avait vu ça, donc on additionnait, on obtenait le produit intérieur brut, PIB, et puis on enlevait deux choses. C'était les rémunérations des salaires hein, reçus du reste du monde, moins versés au reste du monde, et puis les revenus de la propriété. Donc si vous avez de la location, hein, reçue du reste du monde, moins versé au reste du monde. Donc il y a peu de différence entre le produit intérieur brut, mais on obtient leur RNB, page 162. Hein, donc je mettais peut-être, voir page 162 ici, hein, 162. Ça c'est le niveau de vie. Donc en fait, l'IDH va prendre ici un indicateur qu'ils appellent composite. Composite, c'est un indicateur qui comprend plusieurs autres indicateurs. Et puis, on obtient un IDH. Alors, IDH, vous lirez le petit lexique. Et puis ici, dernière partie, j'avais mon petit papier là, vous avez ici une comparaison des différentes régions du monde. L'Afrique, avec un IDH à 0,5, hein, c'est parmi les pays où il y a l'IDH le plus faible. Et puis ici, on voit par exemple l'Europe, Asie centrale, avec un fort IDH à 0,756. Donc plus on se rapproche de 1, mieux c'est. Et vous avez ici une espérance de vie, durée moyenne de scolarisation. Enfin, c'est assez intéressant quand même de un petit peu comparer. Revenu national brut par habitant sur une année. Hein. Eh bien, vous prenez l'Afrique subsaharienne, c'est 3383 dollars. Et puis 12 000, 14 000, mais les États arabes, évidemment, c'est dû au pétrole. Et puis vous prenez ici l'espérance de vie en Afrique, à la naissance où vous pouvez vivre en moyenne 58,9 années. Et puis chez nos contrées, en Europe, c'est 72,6 années. Et vous allez me dire où se situe la Suisse. Alors la Suisse, l'IDH de la Suisse, je ne sais pas si vous arriverez à le lire ici, hein. La Suisse a un IDH de 0,946 en 2019, hein, donc extrêmement élevé, surtout que c'est la deuxième nation qui a le plus haut IDH dans le monde. La première nation, eh bien, c'est la Norvège, qui est légèrement devant la Suisse. Donc, conditions de vie extraordinaires en Suisse, deuxième mondiale avec 0,946. Donc cet IDH est aussi intéressant dans voir comment se développe un pays et autres. Voilà, pour cette fin de chapitre, la suite, évidemment, on enchaînera avec les différentes questions. Allez, tchuss!